Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre du Forum international de l'entrepreneuriat organisé pour cette troisième édition à Douala au Cameroun par la délégation générale du Québec à Dakar. Notre invité dans le cadre de cet entretien, c'est Monsieur Larbi Benouna, à qui je laisse le soin de se présenter. Merci Monsieur Yvon, bonjour à vos téléspectateurs. Mon nom est Larbi Benouna, je suis le président directeur général de CETIM International. D'accord, c'est une présentation plutôt brève. Et avec votre... je peux enchaîner. Oui, c'est justement pour cette raison que je m'apprête à vous dire, s'agissant de CETIM International, quelle est la jeunesse de CETIM International? Quelles sont les activités? En fait, je suis natif de Marrakech. Je suis allé au Québec pour faire mes études et le destin a fait que après mes études, j'ai intégré CETIM International et depuis, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard, que je suis devenu le patron de CETIM. J'ai commencé comme consultant, puis après j'ai gravi les différents échelons. En fait, CETIM International, depuis le début, s'est spécialisé dans le renforcement des capacités et donc offrir à ses clients, donc, qui sont partout dans le monde, des programmes de formation de courte durée pour pouvoir performer et donc contribuer à la performance de leur organisation. Donc, on a 5 domaines de spécialité, c'est la gestion de projet, la passation des marchés, le management et organisation, la gouvernance publique et le développement durable. En fait, on accompagne les projets de développement, les ministères, les institutions dans les différents pays, souvent sur financement Banque mondiale, Banque africaine, Banque asiatique de développement, Banque islamique, pour offrir des programmes de 2 semaines en moyenne pour permettre aux cadres dirigeants de ces projets, institutions, d'avoir un savoir qui va leur permettre d'avancer dans leur carrière, mais surtout atteindre les objectifs de leur institution. Merci à vous, M. Benouna, pour ces éléments de présentation concernant CETIM International. Et avec votre permission, nous allons poursuivre notre entretien avec une autre préoccupation. Vous faites partie des keynote speakers qui sont intervenus dans le panel intitulé Croissance et développement des PME, dispositifs d'appui financier et non financier. Pouvez-vous présenter aux personnes qui nous suivent les dispositifs d'appui non financier évoqués par vous lors de votre intervention dans ce panel? Effectivement, hier dans le panel, on a parlé des appuis financiers, non financiers. Les appuis financiers, bien sûr, ça parle d'elle-même dans le sens où c'est l'argent qu'on met à la disposition, donc à travers les banques, à travers des bailleurs. Mais ce n'est pas que le seul appui qu'on peut donner aux entrepreneurs, parce que l'argent n'est pas tout au fond. Comme je disais, on peut avoir la meilleure voiture, on nous aide à mettre le carburant, mais si on ne sait pas conduire, ça va être la catastrophe. Alors l'idée, c'est les appuis non financiers, c'est d'avoir des mécanismes appuyer les entrepreneurs à avoir du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et donc, ça se résume à de la formation en général, mais il y a aussi d'autres mécanismes comme le monitorat, le coaching. D'accord. C'est bien noté, merci. Et nous poursuivons avec une autre préoccupation. Depuis 3 décennies, vous avez réalisé de nombreuses missions d'assistance technique et de formation touchant la gestion de projets et la passation de marchés pour les gouvernements et les projets de développement, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou même encore en Asie. Et ces projets sont pour la plupart financés par des bailleurs de fonds, en l'occurrence la Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, etc. Comment est-ce que vous définissez le partenariat public-privé, plus communément appelé PPP? Le partenariat public-privé est un mécanisme pour financer des projets. On sait que dans les temps qui courent, les ressources des gouvernements sont de plus en plus rares pour financer des grands projets d'infrastructure ou même des projets culturels. Par exemple, nous, au Québec,
l'Orchestre symphonique de Montréal, parce que souvent on pense PPP, c'est les autoroutes, c'est les aéroports, des infrastructures, mais c'est vraiment, le spectre est très large. On peut, des hôpitaux, on peut faire l'Orchestre symphonique de Montréal, des prisons aussi, on pense aussi c'est juste le gouvernement, mais une prison aussi peut être construite en PPP, il y a des mécanismes pour ça. Donc le PPP, c'est un mécanisme pour faire contribuer le secteur privé avec le gouvernement pour financer un projet. Merci pour cette définition. Et maintenant, toujours s'agissant du PPP, d'après vous, dans le contexte actuel marqué par les incertitudes, sur quel levier faut-il s'appuyer pour bien conduire les négociations préalables à la signature d'un accord de partenariat public-privé? Alors, je retourne toujours à mon dada, c'est la formation, le renforcement des capacités, parce que quand on va négocier un projet de partenariat public-privé, il faut être préparé des deux côtés. Il y a le secteur privé qui généralement sont bien préparés, ils ont une batterie d'avocats qui les appuient, donc ils savent négocier, mais l'autre partie qui est le secteur public, les gouvernements en général, doivent aussi être préparés pour bien négocier un partenariat public-privé, sinon on risque parce que le secteur privé, puis légitimement, il est là pour avoir un retour sur investissement. Des fois, le gouvernement n'a pas cette préoccupation parce que c'est offrir des services aux citoyens. Des fois, sans avoir un retour sur investissement, le gouvernement est là pour offrir des services aux citoyens, mais le secteur privé, s'il investit de l'argent, il doit avoir un retour. Donc, il faut que la partie publique soit préparée afin de ne pas hypothéquer les générations futures et surtout avoir aussi des avantages qui soient gagnant-gagnant des deux côtés. Donc il faut se préparer, il faut que la partie publique soit aussi formée sur ce mécanisme des PPP. D'accord. Donc pour vous, le principal levier sur lequel il faut travailler, c'est la formation notamment dans le domaine de la négociation, des négociations. Des négociations, connaître les réglementations, connaître les objectifs, négocier finement certaines particularités de ces contrats. Donc on voit par exemple, j'ai vu des partenariats publics-privés sur une autoroute par exemple, on a juste oublié du côté gouvernemental de négocier l'augmentation du trafic. Donc ce qui a été négocié est resté, mais on n'a jamais négocié l'augmentation du trafic pour augmenter les revenus du gouvernement en fonction, mais c'est le secteur privé qui se gâte. C'est bien noté, M. Benona, et nous poursuivons maintenant avec une autre préoccupation. La réalisation des partenariats publics-privés induit la collaboration entre des équipes multiculturelles. Comment réussir à manager une équipe multiculturelle? Très bonne question, parce que ce n'est pas juste dans les partenariats publics-privés, c'est un principe dans la gestion de projet. Forcément, quand on crée une équipe, elle est multidisciplinaire et multiculturelle. Et là, je vais même au-delà du côté culturel, parce qu'on pense culturel, c'est parce qu'il y en a les Occidentaux, les Africains, les Asiatiques, les Arabes, etc. Donc, il y a des différences culturelles, mais il peut y avoir aussi des différences culturelles professionnelles. Quand on est un ingénieur, un comptable, quelqu'un qui vient du domaine social, on n'a pas les mêmes backgrounds. Donc, quand on parle de différences culturelles, ça peut être culturel en termes d'origine, mais aussi en termes professionnels, et il faut faire travailler tout ce monde-là. Alors, en gestion de projet, on a des mécanismes pour atténuer ces différences culturelles par des rencontres, par des réunions, et comme je dis, je peux en parler longtemps, là c'est mon cours de gestion de projet, mais ce n'est pas l'occasion, on a l'occasion d'en parler plus longtemps. En tout cas, c'est bien noté. Et maintenant, trois événements de l'actualité socio-économique qui vous ont marqué depuis le début de l'année. Il y en a plusieurs cette année, mais j'en retiens trois. Il y a les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se sont tenues récemment à Marrakech,
Donc ça, c'est un événement extraordinaire qui a réuni plus de 12 ou 14 000 personnes. Et donc, c'est sur le sol africain que s'est tenu ces assemblées annuelles. Donc, il va y avoir des retombées. Après le séisme. Après le séisme, donc c'était vraiment un appui pour le Maroc, parce que les gens pensaient que Marrakech était complètement détruite, ce qui n'est pas le cas. Les assemblées se sont très très bien passées, donc c'est aussi un appui, une solidarité avec les Marocains. L'autre événement, c'est le sommet sur les changements climatiques qui a eu lieu au Kenya. Là aussi, c'est très intéressant d'avoir le point de vue du côté africain, parce qu'il y a eu vraiment des échanges très importants, parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations au nord ou en Occident qu'en Afrique. Alors l'Afrique a pu quand même porter son point de vue, puis c'était très intéressant de voir ça. L'autre événement socio-économique, c'est les BRICS qui se sont réunis en Afrique du Sud. Oui, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, donc ça aussi, je ne veux pas rentrer dans la politique et je ne suis pas politicien, mais c'est juste pour dire, il y a quand même une... Il y a des pôles d'attractivité en fait sur le continent africain. Exactement, donc puis ça réunit... Avec des rencontres de haut niveau. De haut niveau, puis c'est des rencontres entre des gens de l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, sans le chapeau occidental. D'accord, c'est bien noté. Et maintenant, un mot pour la fin, trois choses qui vous aident à garder le sourire, à rester motivé en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes. Oui, très bien. Le premier, c'est ma famille, mes enfants, mon épouse. Tant qu'ils sont bien portants, puis on est soudés, c'est réconfortant, puis c'est très important dans ma vie. Il y a aussi mon équipe, parce que cette team internationale, si elle a vécu et survécu à la pandémie, c'est grâce à l'équipe qui est le socle vraiment de l'entreprise. C'est pas moi tout seul, c'est vraiment l'équipe qui mène cette entreprise, puis je rends hommage à mon équipe. Et le troisième élément qui me fait garder toujours le sourire, c'est mes clients. Mes clients, la satisfaction que je vois quand je passe dans les différentes capitales africaines et je rencontre dans les différents ministères les gens qui ont suivi une formation à ces teams et qui me disent j'ai eu une promotion, j'ai pu appliquer ce que j'ai appris, ça m'a permis d'avancer. Des fois un secrétaire général d'un ministère qui me félicite pour le travail de ses collaborateurs, pour moi c'est la meilleure récompense. C'est bien noté. Et maintenant, étant donné qu'on est dans le cadre du forum de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un mot que vous souhaitez partager avec les entrepreneurs qui nous suivent? Oui, dans ce cadre-là, moi, la seule chose que je peux dire aux entrepreneurs en un seul mot, c'est ne doutez pas. En fait, non, c'est pas vrai. Le doute est permis, vous pouvez douter, mais croyez toujours. C'est ça, le vrai mot, c'est il faut toujours croire et poursuivre son rêve. Merci. Merci à vous, M. Benouna.